Allô tout le monde, bienvenue à Mario Explore. Aujourd'hui, spécial des fêtes où vous allez connaître un petit peu mieux notre équipe. Eric, mon producteur, va être avec nous autres aujourd'hui. Il va me poser des questions, puis ça va nous permettre de connaître un petit peu plus pourquoi qu'on fait ça avec vous à toutes les semaines. Eric, bonjour. Salut! Bonjour tout le monde. Justement, comme Mario l'a expliqué, on va faire un petit spécial temps des fêtes, expliquer un peu plus qui que nous sommes, qui est Mario surtout. Et comme Mario a dit, je vais lui poser des questions pièges. Et il va y répondre du mieux de ses connaissances, évidemment. C'est de lui qu'on parle. Bon, on va commencer avec la première question. On rentre dans le vif du sujet avec, écoute, explique-nous... c'est qui Mario Lévesque? D'où est-ce que tu viens? Ton background personnel, professionnel? Premièrement, je suis originaire de la Gaspésie. Je suis né à la fin des années 60 dans un village qui s'appelle Carleton. C'est Carleton-sur-Mer, ça a été fusionné. Je viens d'une famille. Puis pour que les gens comprennent aussi, la Gaspésie, l'endroit d'où je viens, c'est premièrement un des endroits les plus pauvres en Amérique du Nord. Ça fait qu'il faut que les gens apprennent à se débrouiller. Il y a un endroit, si vous regardez les statistiques, qui est plus pauvre que ça, c'était la pointe sud de Terre-Neuve. Mais n'empêche qu'on a eu une belle jeunesse. On a été... moi, je viens du temps où il n'y avait pas des règlements sur tout. Quand j'étais jeune, on avait le droit d'avoir des bicyclettes, puis on portait pas de casque. Puis on avait le droit d'avoir aussi des vraies pédales qui nous arrachaient le devant des jambes, mais on avait du fun pareil. Je viens aussi du temps où, puis je discutais avec ma mère récemment, quand que j'étais jeune, on était en maternelle, première année, deuxième année, la plupart des gars allaient à l'école avec leur couteau de chasse sur eux autres. Ça fait que tu avais ton couteau à la ceinture. Je viens de cette époque-là. C'est où on apprenait vraiment à se débrouiller tout le temps. À côté de l'école, il y avait les fermes qui étaient là durant la récréation. Plus souvent qu'autrement, on s'amusait plus avec les poules qu'avec les ballons. Puis on était vraiment... on a passé une belle jeunesse. Là. Ça a été des bons souvenirs. On était beaucoup de neige dans le temps. Il y avait beaucoup d'activités extérieures. Moi, dans mon temps, il n'y a pas un parent qui nous demandait de sortir à l'extérieur. Les parents nous cherchaient pour savoir où on était. C'est de même qu'on a grandi. On passait notre temps soit en forêt ou avec nos amis à l'extérieur, faire du vélo, des choses comme ça. Dans mon parcours, j'ai été aussi un petit peu, quand je vous dis qu'on vient d'un endroit pauvre, je viens d'une famille éclatée, jusqu'à temps qu'on ait, que j'arrive à la fin du secondaire. J'étais la seule personne dans nos classes où les parents étaient divorcés, étaient séparés. Fait que ça, au début, tu te sens un petit peu mis à l'écart, mais ce que ça fait aussi, c'est que ça forge le caractère. Deux choses par rapport à ça, justement, tu parles de pauvreté de la région, qui était Carleton avant, qui est devenu Carleton-sur-Mer, qu'on connaît plus, qui est rendu une place touristique. Mais qu'est-ce qui faisait que les gens dans ce coin-là, ils vivaient de quoi? De la pêche un peu comme tous les Gaspésiens, des produits forestiers? Qu'est-ce qui faisait aussi que c'était plus pauvre peut-être cette région-là que, mettons, Gaspé en tant que tel? Non, mais quand je parle pauvre, c'est toute la Gaspésie, parce qu'il y a des endroits en Gaspésie qui sont encore pires que Carleton. Carleton, c'est une des belles places en Gaspésie où le tourisme a tout le temps eu lieu. Si tu recules, même au début des années 1800, Carleton, c'était une place de villégiature qui avait déjà des hôtels. Oh oui. Quand je parle de pauvreté, c'est la pauvreté en général des gens. Si tu regardes le salaire moyen, même encore à cette heure en Gaspésie, est probablement 15 à 20 000 $ de moins que le salaire moyen à l'échelle québécoise. C'est pourquoi? Ben parce que les gens travaillent. Il y a peu de travail à l'année. Il y a encore beaucoup de travail de forêt. À cette heure, la pêcherie est beaucoup moins là à cause que le poisson est un petit peu moins présent à cause des façons de gérer les gouvernements. Je vais vous donner un exemple qui est frappant là-dessus. Il y a plusieurs années, Brigitte Bardot a rentré dans le débat des phoques. Dans le golfe Saint-Laurent, puis ça, c'est un biologiste
du ministère qui m'a expliqué ça. Dans le golfe Saint-Laurent, à cette époque-là, il y avait environ 600 000 phoques. À cette heure, ils sont rendus entre 11 et 15 millions. Chaque semaine, la population de phoques mange autant que la pêcherie commerciale pour un an. Ça fait que mauvaise gestion, encore une fois. Le phoque aurait dû être chassé. Les stocks de poissons seraient encore là. Tu as décidé de partir de ta ville natale à quel âge, puis t'en allais où exactement? On n'avait pas le choix dans le temps, c'est que il n'y avait pas de collège qui était proche. Si tu voulais aller étudier à l'extérieur, si tu voulais aller au collège, il fallait absolument que tu t'en ailles à l'extérieur. Nous autres, tu avais le choix. Il y avait un collège à Gaspé ou à Rimouski. Premier collège que j'ai fait, mais c'était Rimouski. Mais j'ai commencé par apprendre la mécanique. Quand j'étais plus jeune, ensuite de ça, j'ai été au collège en administration. Puis je me suis rendu jusqu'à me rendre avec ma conjointe à Montréal. Mais mes années d'école, comme je le dis tout le temps, m'ont jamais vraiment servi parce que j'ai tout le temps travaillé dans d'autres choses que qu'est-ce que c'est que j'ai étudié. Puis les gens qui me connaissent le savent, c'est que j'ai été un entrepreneur en série toute ma vie. La première entreprise que j'ai eue, que je possédais, j'avais 15 ans. Puis qui était vraiment une entreprise, c'était une école de planche à voile. Dans mon jeune temps, j'ai été vraiment au niveau athlétique. J'étais un des meilleurs là, dans plusieurs domaines. Quand on arrive au lancer du poids, lancer du disque, lancer du javelot, je me suis rendu jusqu'au niveau des Jeux du Canada. Mais moi, ce qui est important là-dedans, c'est qu'au niveau sportif, ce que ça a apporté, c'est la discipline de pouvoir travailler en équipe. Puis c'est ce qui m'a apporté par la suite à m'intéresser au pétrole. Ça, là, il y a une anecdote là-dessus puis il y a des gens qui vont peut-être se souvenir de ça, mais quand que j'avais 11-12 ans, il y avait une émission de télé, c'était à Radio-Canada, c'était sur l'Establishment. Puis je me souviens de Rockefeller qui était là, puis je me disais comment quelqu'un peut monter à devenir président d'une compagnie pétrolière comme ça. Quand j'étais jeune, on savait qu'il y avait des suintements de pétrole en Gaspésie, mais on pensait jamais qu'il y avait vraiment des ressources. Puis j'étais même pas au courant qu'on avait déjà eu en Gaspésie une raffinerie avec l'exploitation pétrolière. C'est venu par la suite parce qu'il y a des compagnies comme Junex qui ont venu faire des travaux là, au début des années 2000. Puis c'est vraiment là que c'est réapparu. Tu parles que tu as étudié en mécanique au départ. Si on peut faire le lien entre les deux, qu'est-ce qui t'a amené de partir de mécanicien à chef d'entreprise ou fondateur d'entreprise, peut t'emmener justement l'aspect d'équipe, l'aspect de gang, que t'aimes ça justement, être avec du monde, être bien entouré, puis travailler avec les gens, mais qu'est-ce qui a fait que un a amené vers l'autre, si on veut? Parce qu'il faut se souvenir qu'à ces époques-là, pour les jeunes, les gens de moins de 40 ans, ils n'ont pas vécu ça, mais nous autres, quand on sortait des écoles, t'avais je te parle là de la fin des années 70, début des années 80, il y avait 10 employés pour une job. Ça fait que c'était pratiquement impossible d'avoir du travail. Pas de pénurie de main-d'œuvre comme on a aujourd'hui. C'est totalement l'opposé de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça fait que ça nous forçait à essayer de se développer nos skills, nos habilités. Puis c'est ce qui a fait que j'ai eu mon école de planche à voile qui a payé pour mes études. Ensuite de ça, j'ai travaillé aussi durant mes études pour une compagnie qui s'appelait Fairfax dans les aspirateurs. J'ai été en 1993. Il n'était pas celui qui allait sonner chez le monde avec oui, j'allais sonner chez le monde. Puis si tu regardes en 1993, dans le temps là, qu'on était au niveau universitaire, je travaillais une vingtaine d'heures par semaine, puis je faisais 50 000 pièces par année. Avant. C'était beaucoup d'argent dans ces années-là, pareil. Ben, oui, parce que tu regardes, c'est probablement l'équivalent de 150 000 à cette heure. J'étais tout le temps été bon vendeur, j'ai tout le temps été... puis j'ai tout le temps aimé foncer puis rencontrer des gens. Quand on a déménagé en Floride aussi, j'ai développé dans l'État de la Floride plusieurs magasins d'aspirateurs puis d'appareils quand j'étais... on a resté là pendant 3 ans, moi puis ma conjointe, jusqu'à temps qu'on décide de revenir au Québec en 1997. Puis là, j'ai commencé... j'ai eu un accident de voiture, fracture de la colonne cervicale.
Puis j'ai fondé les magasins OrthoML, qui est une chaîne d'appareils orthopédiques. Au même moment aussi que j'ai fondé ça, mais là, je vais commencer à me réintéresser à la politique aussi beaucoup, parce que j'avais tout le temps eu un intérêt pour la politique. Les gens qui connaissent notre région, puis quand on parle ici au Québec, connaissent bien Nathalie Normando, qui vient de la même endroit que moi. On est des mêmes âges, moi puis Nathalie. Tout le temps suivi son parcours, qu'est-ce que c'est qu'elle faisait. 2006, je m'ai présenté sous Paul Martin au niveau fédéral. Tout le temps été proche de la politique. J'ai aidé Michael Ignatieff à son investiture. J'ai travaillé avec Denis Coderre là-dessus. Je m'occupais de l'Est. Politique, si tu joues, mettons, sur l'échiquier, tu dirais-tu t'es centre-droite, centre-gauche? Centre-droit, je suis parfaitement conscient qu'il faut payer nos impôts. Je suis pas sur le capitalisme sauvage pantoute. Je suis pas vraiment pas de l'extrême droite. Ça me pue. Les deux extrêmes me puent au nez. Mais la réalité, c'est que, comme j'ai commencé à expliquer, moi, je vais pas changer, mais tout l'échiquier s'en va vers la gauche. Ça fait que les gens qui étaient dans mon parti avant, ben, sont rendus tout à gauche de moi. Même les ultra-conservateurs, la plupart que je vois sont rendus plus à gauche. Si aujourd'hui, avant ça, j'étais un libéral modéré, puis comme j'explique, là, on avait... Pour moi, c'est important qu'on supporte les gens, c'est important qu'on ait les bons services, toutes ces choses-là. Mais c'est important aussi qu'on puisse développer notre économie, qu'on puisse développer nos entreprises, mais qu'on ait aussi de la liberté. Parce que ce qu'on a pu aujourd'hui. Une des raisons pourquoi j'ai fondé... Mais justement, une question par rapport à ça, je m'excuse d'interrompre 2 secondes, mais si tu compares, il y a... Bon, ça fait quoi? Ça fait une trentaine d'années que tu es en affaires, environ. Si on compare fonder une entreprise il y a 30 ans versus aujourd'hui par vue liberté, qu'est-ce qui a réellement changé? Qu'est-ce qui est la grosse différence qu'on pourrait dire? Ben, quand tu es au niveau entrepreneurial aujourd'hui, c'est que le red tape du gouvernement est immense que tu n'avais pas avant. Ça te prend des personnes qui sont à l'interne juste pour répondre aux demandes gouvernementales, qui rapportent rien tout à l'entreprise, puis les lois et les règlements qui sont en place sont pas nécessairement adaptés à la réalité entrepreneuriale. Ça fait que les places comme le Québec, ça devient difficile d'être compétitif avec ce qui se passe à l'extérieur. Puis, c'est un problème de province ou du Canada en général? Non, c'est plus un problème. Avant ça, c'était un problème de province. À cette heure, c'est plus un problème de pays de l'Ouest. Okay. Par rapport aux pays de l'Est. Puis on le voit, là, si vous regardez au niveau mondial, une des choses qui est en train de se produire, c'est que la richesse est en train de se transférer vers les pays de l'Est. Pourquoi? Ben parce qu'ils ne sont pas tous dans les... on a des problèmes de riches, là, ici. Donc, on s'occupe beaucoup de choses que d'autres pays n'ont pas pantoute sur leur radar. Puis ça crée ce que ça crée. Ça crée l'inflation, ça crée... des conflits. Ouais. Il y a eu la période, comme je dis, que j'ai fait de la politique. Et par la suite, j'ai recommencé à m'intéresser beaucoup plus à une de mes amours de jeunesse, qui était le pétrole puis le gaz. À partir de 2004-2005, je m'ai vraiment orienté, en même temps qu'on faisait OrthoML, sur refaire mes contacts, puis retourner travailler dans l'Ouest canadien. Parce que je voyais qu'il y avait un avenir vraiment là-dessus. Au niveau énergétique. L'énergie m'a tout le temps vraiment, vraiment intéressé beaucoup. Puis, de fil en aiguille, mais 2006-2007, j'ai commencé à travailler ici au Québec. Je suis devenu le principal bird dog pour faire le sismique des compagnies pétrolières et gazières. Les compagnies m'engageaient à tour de rôle. Puis c'est ce qui m'a permis de développer la connaissance que j'avais ici au Québec des ressources. Pour ensuite venir que, ici, tu sais, quand quelqu'un voulait faire un projet au Québec, mais il fallait qu'il passe avec moi. C'est beaucoup de gens dans les basses terres qui m'ont connu, comme le gars du pétrole et du gaz. J'ai fait des dizaines et des dizaines d'assemblées, puis de conférences, puis de débats là-dessus, jusqu'à temps que une des compagnies m'appelle puis me demande
Mario, j'ai un investisseur qui voudrait venir ici. Ça fait que j'ai dit parfait. Puis j'ai rencontré cet investisseur-là. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Les événements marquants qui t'ont emmené où ce que tu es aujourd'hui, c'est Ouais, mais justement ça. c'est ça. La rencontre de ton partenaire. Ça, c'est un des événements, mais la rencontre de mon partenaire qui m'a permis de créer Ressources Utica, qui est l'entreprise qui est autour de nous autres. Ressources Utica, on a réussi à acquérir beaucoup de terrain à l'intérieur du Québec, jusqu'à temps qu'on arrive que récemment, le gouvernement a décidé de fermer l'industrie, puis que là, présentement, on a un litige avec le gouvernement à ce niveau-là. Dans les événements marquants de ma vie, là, il y a eu plusieurs choses là, que j'ai eu des tournants dans ma vie. Euh, quand, quand j'étais jeune, c'est sûr que le fait que mes parents étaient divorcés, ça a été un événement marquant parce que ça m'a forcé à me débrouiller. Puis le fait qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Réellement, à 10 ans, je travaillais bagagiste à l'hôtel local, qui est pour les valises à 4h puis 5h le matin pour 4 $ par jour. Après ça... à Carleton, ça? Oui. Après ça, j'ai travaillé à l'usine de poissons, sur la congélation des poissons. Ça, j'avais 12-13 ans à cette époque-là. J'ai travaillé aussi dans les magasins de linge régional. Il y a certaines photos où je faisais du mannequinat parce que si les gens se souviennent, dans les bars dans ce temps-là, ils présentaient les collections de linge. Les magasins essayaient pour vendre. Ça fait que. Tu faisais les parades de mode dans les bars locaux? Oui. Ah ouais? Oui. Je faisais. Moi, j'ai été. C'était une autre époque, là, mais nous autres, on avait accès à un bar probablement aux alentours de 14-15 ans, parce qu'à 14 ans, je mesurais déjà 5 pieds 10, puis je faisais 180 livres. Ça fait que je passais pour un adulte la plupart des places que j'allais. Puis au même moment aussi, je faisais beaucoup de planches à voile, beaucoup de sport. C'est de même que j'ai développé, là, comme que je disais tantôt, l'entreprise de planche à voile, puis là-dedans. J'ai tout le temps continué par la suite. Puis quand j'allais à l'école, j'ai tout le temps travaillé. Ça m'a donné une éthique de travail parce que j'ai tout le temps voulu pas manquer d'argent pour être sûr qu'on soit capable d'aller de l'avant. Puis on n'est pas loin là, de l'époque des chasseurs-cueilleurs. Là. Ça fait juste quelques centaines d'années là, qu'on n'est plus là. Malgré le fait de tout ce que c'est qu'on veut. Là. Puis la planète, pour moi, c'est une place qui est dure. C'est une place qui est... puis le lion va tout le temps manger la gazelle. Ça n'arrivera jamais sur la vraie planète que la gazelle mange le lion. Ça fait qu'il faut être conscient de tout ce que c'est qui se passe autour. Puis, en créant ces podcasts-là, puis c'est dans la direction que je veux que ça aille. Je veux que les gens aient la bonne information pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Le podcast t'a emmené un peu avec ce que tu viens d'expliquer, mais pourquoi l'avoir créé exactement? Pourquoi l'avoir créé? La raison de l'existence du podcast. La raison de l'existence du podcast réel, c'est que je veux que les gens aient une source fiable d'informations pour pouvoir prendre des décisions. Je veux que la population se réveille puis qu'elle arrête de se faire remplir par nos élus sur plusieurs dossiers. Au niveau environnemental, c'est impossible que scientifiquement qu'il y ait un consensus d'établi. Un consensus scientifique, ça n'existe pas. Ça fait que quand vous entendez ça, puis que tous les experts, puis que tous les... ça me fait dresser les cheveux sur la tête parce que dans les années 70, tous les experts étaient dans la même direction aussi, là, qu'on s'en allait vers les puits acides, puis qu'on s'en allait vers ci, puis qu'on s'en allait vers ça. Ça fait que je dénie pas, puis je dis pas là, que les changements climatiques n'existent pas. Là, il y a un phénomène d'appauvrissement qui est directement relié aux politiques que nos élus adoptent en fonction des changements climatiques. Puis je trouve ça triste que les gens aient à souffrir pour ce qui est pour moi présentement plus une religion qu'une science. Parce que on l'a vu depuis le début, là, on a des vrais spécialistes qui sont venus nous parler, puis des gens très réalistes, puis des gens qui
on a vu les commentaires, là, que c'est important qu'il y ait une transition. C'est important, dans le mot transition, qu'il y ait une transition. C'est important aussi que la population continue à vivre. Okay? Alors, si on regarde au Québec, les décisions qui ont été prises, puis qui m'affectent directement, la fermeture de l'industrie, pourquoi se priver de ces milliards-là durant la transition quand on pourrait gérer nous autres mêmes cette ressource-là? C'est décision politique pour moi. Puis des décisions politiques qui affectent la vie des gens, puis qui vont... puis ça, c'est mon côté politicien, parce que j'étais centre-droit. Je crois qu'on devrait s'occuper vraiment des personnes beaucoup plus que qu'est-ce que c'est qu'on fait là. On est rendu dans une province où les personnes âgées sont laissées pratiquement à eux-mêmes. C'est pas normal qu'une personne âgée reçoive un bain toutes les 2 semaines. C'est pas normal que les étudiants puis les élèves présentement puis que les professeurs aient pas plus de support que ça. C'est pas normal que les infirmières aient besoin de faire des doubles puis des chiffres triples. Pourquoi? Mais c'est à cause de toutes les politiques qu'on a eues jusqu'à date. Le but de Mario Export, c'est d'avoir des spécialistes dans chacun de ces domaines-là qui vont expliquer aux gens, puis par la suite, les gens vont prendre conscience qu'il faut qu'ils s'impliquent. Mais justement, jusqu'à présent, on a eu... Bon, on est rendu à 8 épisodes d'enregistrés et publiés. On a parlé quand même généralement d'environnement, on a parlé des transitions énergétiques, gazier, l'électricité, on a effleuré tous ces sujets-là étant donné que ton background est principalement là-dessus, mais aussi on veut amener ça plus large, mais comme tu as dit, puis que je vais même moi enchérir là-dessus étant donné que j'en fais partie de l'aventure. Le but à la base, c'est vraiment, oui, d'informer les gens, puis à quelque part, comme tu es en train d'écrire, c'est que les gens se fassent leur propre tête. Peu importe le sujet, peu importe la personne qui est invitée, ils ont le droit de le croire, de ne pas le croire, prendre l'information, mais je pense justement qu'il faut que les gens arrêtent de mettre des œillères et être aveuglés par la politique, si on peut dire ça comme ça, et non la politique, mais le côté politique. Puis c'est vraiment pour ça, je pense que Mario Explore existe depuis le mois de septembre. Ouais. Est-ce que je me trompe? Là, il n'y avait pas de question, c'est une affirmation que tu as faite. C'est une affirmation? Ben non, mais tu peux renchérir. C'était juste pour renchérir. C'est comme je disais, on fait une conversation quelque part. Là. Parfait. Non, c'est le but aussi, un des buts que j'ai là-dedans, c'est que les gens prennent conscience qu'il faut qu'ils s'impliquent. Il faut que tu peux pas le laisser dans les mains des politiciens tout le temps, toutes les décisions, tout ce que c'est qu'il faut que soit pris. Puis, il faut que les gens soient critiques aussi, parce que une des raisons que je le fais bilingue, le podcast, c'est d'essayer d'apporter les experts dans chacune des langues pour que les gens puissent prendre les bonnes décisions. Mais comme là, c'est le meilleur exemple avec la crise qu'on vit de ce temps-là, qu'on a mentionné dans un des derniers podcasts, puis que je pense aussi le message ressort, c'est que les politiciens oublient souvent que c'est qui le vrai patron. Au Québec, on est rendu à un endroit où on donne toutes les décisions au gouvernement. Pourquoi qu'au Québec, on doit avoir une loi sur les pneus d'hiver? Il y a un autre endroit dans le monde, là, qui a un département en France, qui a une obligation d'avoir des pneus d'hiver. Pourquoi qu'on doit avoir des lois spécifiques sur les casques de moto? Pourquoi qu'on doit avoir des lois spécifiques? C'est que les gens... On est-tu plus niaiseux qu'ailleurs, quoi? Ben, les gens donnent justement la gestion de leur vie aux politiciens. Puis, oubliez pas que chaque règlement qu'ils mettent, nous autres, une partie de liberté, on ne la récupérera jamais. Ouais, les libertaristes au Québec, ça a déjà existé? Ben, au début, là, ce que je t'expliquais, là, on était libre. Ben, tu sais, j'ai 10 ans de différence avec toi environ. Puis c'est drôle quand tu as mentionné ça au début, mais tu sais, même juste moi, 45 ans, bientôt 46 ans, j'ai connu ça. Podcast, faire du basic, me péter les dents, me péter la gueule, puis recommencer, rembarquer sur le BMX, puis pas comprendre, puis c'est pas grave, on était des enfants, faut que jeunesse se vive à cette heure, ils sont padés dans Watt, pas juste physiquement, mais dans tout ce que tu viens justement de parler. Fait que c'est pas juste les enfants, c'est tout le monde. Mais pourquoi qu'on est rendu comme ça? C'est parce qu'on a laissé le gouvernement, puis on a demandé au gouvernement de s'en aller dans cette direction-là. De nous gérer au lieu qu'on se gère nous-mêmes. C'est ça. Puis ce que ça fait, ben, c'est que la gestion gouvernementale n'est pas nécessairement optimale
Puis peu importe que ce soit gouvernement ou pas, la meilleure personne pour gérer ton portefeuille, c'est toi-même. Puis après ça, il faut que ce soit le fun. Les podcasts qu'on fait, il faut que ce soit entertainment. Pas trop beige. Ouais. Puis, mais tu sais, que les gens apprennent des choses, puis qui voient que ce soit un docteur, professeur d'université, ou que ce soit le balayeur de coin de rue, ou peu importe, que les gens ont des idées, puis qui ont des choses qu'ils peuvent exprimer, puis que chacune des personnes a quelque chose à nous apprendre. La curiosité là-dedans est très, très, très importante, je pense. Ben justement, en démystifiant, même si on a des spécialistes, on a amené le podcast d'une façon que c'est une conversation personne à personne et non spécialiste versus Exactement. quelqu'un qui connaît rien, façon de voir la chose. Là. C'est pour aussi que monsieur, madame, tout le monde comprenne bien les enjeux puis le message. Une des choses pour le futur que j'aimerais beaucoup, c'est que là, présentement, les gens qui ont commencé à suivre notre podcast, ils voient le genre de questions que je pose, mais c'est que quand on parle de s'impliquer, demandez le genre de questions que vous voulez avoir. Demandez-nous aussi des sujets. C'est parce que j'ai pas... Moi, là, présentement, on fait des choses qui m'intéressent, mais je peux aller sur toutes sortes de sujets parce que, personnellement, je suis curieux de tout. Si vous voulez qu'on fasse de la cuisine, j'aime faire de la cuisine. Ouais, Vous voulez qu'on parle de mécanique, j'adore la mécanique. Si vous voulez qu'on parle de fusée, on va parler de fusée parce que c'est des choses qui m'intéressent aussi. Justement, moi, je vais rajouter, gênez-vous pas de visiter notre site web marioexplore.ca et dans la page à propos de nous, il y a un onglet que vous pouvez remplir. On est ouvert, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on refuserait. Là. Tant que le message est bien transmis, je pense que n'importe qui peut en faire partie, monsieur, madame, tout le monde, mais c'est sûr que des entrepreneurs, des spécialistes, c'est toujours mieux parce qu'ils ont une façon d'exprimer, ils sont plus souvent à l'aise aussi avec le sujet, mais on n'est pas fermé à rien. Là. Je pense que c'est important de le rajouter. On est des personnes comme vous autres, on essaye de faire de notre mieux. On pensait que faire ce podcast-là, ça serait le fun pour vous autres, nous connaître un petit peu plus, savoir d'où on vient, qu'est-ce que c'est qu'on fait, puis pourquoi qu'on fait ça. Tu as bien expliqué justement la structure du podcast, mais pourquoi, tu sais, si je te pose la question, tu n'es pas animateur tout, pourquoi que les gens devraient écouter Mario Export plus qu'un autre podcast, qu'est-ce que tu leur répondrais? La raison pourquoi que les gens devraient écouter notre podcast, c'est que depuis que je suis au monde, j'ai appris à pas juger. La façon que je le présente, j'essaie de poser des questions, mais sans teinter nécessairement ma façon de penser là-dedans, parce que c'est la problématique qu'on a, puis le but du podcast, c'est que les gens puissent avoir accès à un spécialiste qui va répondre dans leur domaine, puis expliquer qu'est-ce que leur domaine, comment ça fonctionne, dans le but que les gens aient une information véridique. On l'a vu avec le lithium. Le spécialiste du lithium nous a parlé, le lithium venait de où, puis que ça a déjà été dans le 7-Up. On l'a vu avec le nucléaire. Et chacune, le spécialiste qui est capable de démystifier. L'épisode n'est pas encore sorti, par exemple. Ben, un prochain épisode, on parle du lithium. Ben, on le voit là, avec les différentes formes d'énergie qu'on a. Le spécialiste est capable de nous démystifier. Puis quand que le politique ou les gens à l'extérieur viennent, faut être capable de savoir quand les gens mentent. Ça va nous permettre, justement, le podcast, de déceler qui nous dit la vérité ou pas. Mais moi, j'aurais le goût tantôt d'emmener quelque chose qui m'a fait... on pourrait faire un genre de making-of à un moment donné, puis il y a une chose que Mario n'a pas mentionné encore, puis si on lente les lignes, c'est assez évident, mais tu sais, on a la liberté d'expression, puis on dit les vraies affaires. On ne coince pas personne avec des questions spécifiques pour qu'il nous réponde ce qu'on veut entendre. Moi, au montage, honnêtement, je coupe très peu. C'est vraiment les bouts longs, si on peut appeler ça comme ça, les silences que j'enlève. Sinon, ce que vous voyez, ce que vous entendez, c'est quasi la totalité de l'épisode enregistré lors d'enregistrement au moment opportun. Regardez, je pense que ça fait un petit peu le tour de qu'est-ce que c'est qu'on voulait vous présenter. Vous connaissez notre équipe présentement, ça fait que vous voyez qu'on a des gens qui sont accessibles. Vous voyez aussi qu'on a une équipe le fun,
qui peut faire des choses, puis on a un accès à plusieurs personnes qui est intéressante. Ça fait qu'hésitez pas à communiquer avec nous autres, posez vos questions, commentez ce que vous voyez, partagez ce que vous voyez sur les différents réseaux sociaux. C'est important pour nous autres. Puis on va vous apporter du bon contenu en 2024. Joyeuses fêtes! Oui, donc de la part de toute l'équipe de Mario Explore, on aimerait vous souhaiter de joyeuses fêtes, passez du bon temps, profitez-en, reposez-vous. Et on vous donne rendez-vous au retour des vacances, soit le 3 janvier 2024. Portez-vous bien.